Alors, on passe au point double. Qu'est-ce que c'est qu'un point double? J'ai remis en tout petit le tout premier terme d'introduction. C'est ce genre de point ici, c'est-à-dire un point par lequel on passe deux fois, mais pour deux paramètres différents, sans que ça soit une histoire évidemment de périodicité. Donc c'est pour ça qu'on va prendre l'intervalle, le plus petit intervalle pour décrire toute la courbe, et voir si on passe deux fois par le même point. Alors, c'est pas au programme en fait, c'est pas marqué, mais c'est une question qu'on pourrait demander à l'oral. Bon, on va dire que là c'est vraiment du complément, mais c'est assez facile à comprendre. Donc on cherche t et u tel que x de t égale x de u et y de t égale y de u, et absolument t différent de u. On essaye sur un exemple les points doubles de cette courbe. Eh bien, je vais chercher. Donc déjà, il faut que t parcours r privé de moins 1 pour obtenir toute la courbe, d'accord? Et moi, je me pose la question, t et u tel que x de t égale x de u, y de t égale y de u, mais que t soit différent de u. Eh bien, je remplace. Je vais avoir un enchaînement de calculs qui peuvent paraître un peu artificiels, mais donc t, u, bon déjà je me débarrasse des quotients, j'aime pas ça, donc je multiplie, etc. etc. Et j'essaie de factoriser le plus possible. Alors je vous laisse regarder les calculs, et on va essayer de retenir la démarche à la fin. Qu'est-ce que je peux faire? À un moment, j'arrive à faire apparaître, à factoriser par u moins t, donc je vais pouvoir simplifier par u moins t à gauche et à droite, il ne restera que moins 1, et par t moins u. Oui, parce qu'un élément important, c'est que t moins u est non nul. Et j'obtiens finalement tu égale moins 1 et t plus u égale moins 1. Et en fait, avec les fractions rationnelles, on essaiera toujours de se ramener à ça, parce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait en sup sur les coefficients racines. Tu égale moins 1 et t plus u égale... Enfin, tu égale p comme produit et t plus u égale s comme somme, si et seulement si t et u sont les racines de x carré moins sx plus p. Donc ici, x carré moins 1, donc plus x plus p moins tu. Ok? Donc je peux alors ensuite soit calculer ces racines, donc avec le discriminant delta, etc., je calcule t1 et t2, et comment j'obtiens mon point double? C'est celui qui a pour coordonnées xt1 et yt1, ou xt2, yt2, ça doit donner la même chose. Soit, toujours cette idée de raisonner formellement le plus possible, je n'ai même pas besoin de calculer t1 et t2, c'est pas t1 et t2 qui m'intéressent, c'est x et y. Et donc, pour je sais que t1 et t2 sont solutions de x carré plus x moins 1 égale 0. Et à ce moment-là, quand je le réutilise dans les coordonnées, eh bien, x c'est t sur t carré moins 1, sauf que ce t-là, précisément, il vérifie t carré moins 1 égale moins t. Et donc je le remplace, ça fait t sur moins t, ça fait moins 1. Et pareil, je peux remplacer t moins 1 par moins t. Moins t2, pardon. T moins 1, moins t2. Et donc ça me fait bien le point moins 1, moins 1. Le seul point double est moins 1, moins 1. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quand on a des fractions rationnelles comme ça, faire apparaître t moins u pour le simplifier, se ramener à t plus u égale s, t fois u égale p, puisque ça c'est équivalent à t et u racine de x carré moins x plus p, et en général, il est inutile de calculer t et u. Alors, beaucoup plus simple, si on vous donne le point et qu'on vérifie qu'il est double, je vous laisse réfléchir à comment aborder cet exercice, petite pause. Comme on nous donne le point, il suffit qu'on trouve qu'il y ait deux valeurs de t qui donnent bien x de t égale moins 1 et y de t égale 1. Je remplace. Et là, je me rends compte, c'est un petit truc stratégique intéressant. Ici, j'ai une équation de degré 3 et là, j'ai une équation de degré 2. Évidemment, je n'ai pas besoin de résoudre les deux. Celle-ci, équation de degré 3, c'est toujours un peu compliqué. Donc, d'un point de vue logique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre celle-ci et ensuite, je vais vérifier les solutions qui sont ici. Est-ce qu'elles marchent là? Donc, étoile t carré moins 2t moins 1 égale 0 qui donne deux racines. Ok, j'ai même pas besoin en fait de les calculer parce que si t est une solution de x carré moins 2x moins 1 égale 0, elle est là, alors je peux calculer y de t égale 1 par construction. Là, c'était pareil, ça c'est équivalent à y de t égale 1. Et quand je calcule x de t, je peux me débrouiller parce que vous voyez x de t 1 moins t2, sauf que 1 moins t2 précisément, grâce à ça, ça vaut moins de t. Et donc x de t, ça vaut moins 1. Donc j'ai bien montré que a est un point double. De façon, là on le voit pas très très bien, mais de façon plus générale, bien entendu, quand vous avez un système de deux équations avec une difficile et une facile, vous résolvez la facile et après vous prenez les solutions, mettons que vous trouvez trois solutions pour celle-là, vous les remplacez pour voir lesquelles sont solutions de tout le système. Eh bien, on fait une petite pause.
Terminons le cours. La dernière chose qu'on fait, c'est le tracé. On va voir le plan d'étude d'une courbe, mais ça, on l'a déjà fait dans les exemples précédents. On peut vous poser une question de longueur d'arc. Alors, je vous laisse. C'est une définition. La longueur d'arc, hein, c'est vraiment la justification serait presque physique, comme vous quand vous faites des petits, par exemple votre volume, là, dv, rdr, dθ, enfin ds, etc., etc. Et bien là, c'est pareil. Ça serait une petite justification. De toute façon, c'est une définition. On va faire ça, on fera un exemple avec l'astéroïde. Et puis, une petite, dans l'exercice classique, une petite remarque, ça serait dommage de ne pas savoir calculer la longueur d'une courbe donnée par une fonction. C'est l'occasion de rappeler qu'une fonction, ça peut être vu comme une courbe paramétrée, x de t égale t, y de t égale f de t, et donc ça vous donnera comme longueur racine de 1, la dérivée de x de t c'est t, donc sa dérivée c'est 1, racine de 1 plus f' de t au carré dt. On fait le bilan. Si on vous donne une courbe paramétrée, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous laisse lire ça. On commence par réduire le domaine d'étude toujours pour avoir le moins à travailler, pour travailler le moins possible, bien entendu. Ensuite, les tableaux de variation qui vont nous permettre de tracer la courbe. S'il y a des branches infinies, on les étudie. S'il y a des points stationnaires, on les étudie. S'il y a des points doubles, ça sera quasiment jamais le cas. Enfin, si on nous le demande, on peut le faire. On fait attention aux tangentes parce que c'est elles qui vont nous donner vraiment les allures de courbe. On en parlera dans les exercices. Et puis, si c'est demandé, on calcule la longueur de la courbe. Terminons par un petit complément. Si on vous demande de rechercher des points d'inflexion. Alors, c'est vrai que les points d'inflexion, ils sont particulièrement... vous les connaissez, hein, c'est tout ce qui est à l'équivalence, le pH, là, voilà, la courbe, etc. Donc, on peut imaginer qu'on vous demande ça. Mais bon, c'est un truc tout bête. C'est qu'on va commencer par montrer que si m de t0 est un point d'inflexion, alors forcément f' de t0 et f seconde de t0 sont colinéaires. Essayez de lire ça, c'est en une ligne. Hein. Eh bien, c'est tout simplement par l'absurde. En fait, si, par contraposé plutôt, si vous aviez f' de t0 et f seconde de t0 non colinéaires, alors si nous sont non colinéaires, déjà, ça veut dire qu'aucun des vecteurs est nul, donc j'ai p égale 1, et puis comme f seconde de t0 est pas colinéaire à f', q égale 2, bah, si p égale 1, q égale 2, j'ai pas un point d'inflexion, j'ai un point ordinaire, voilà, tout simplement. Donc l'idée, si je cherche les points d'inflexion, je peux chercher quels sont les points tels que f' de t0 et f seconde de t0 sont colinéaires. Et après, puisque c'est juste une condition nécessaire, je ferai une vérification. Allons-y pour le petit exemple, je vous laisse le faire. Vous avez calculé f' et f seconde, et donc bien entendu, f' et f seconde sont colinéaires si le déterminant vaut 0. Et donc il y a un petit calcul de déterminant là. Bien entendu, ça correspond à chercher les valeurs de t pour lesquelles le déterminant est nul. Essayer de le faire tout seul, c'est un peu essayer d'utiliser les propriétés du déterminant pour pas faire de calculs compliqués. Si vous faites le gamma direct, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, c'est trop compliqué, ça fait des équations de degré 5, etc. Essayez de voir ce que vous pouvez proposer. Donc petite pause ici. Le plus simple, je vous propose d'abord, je multiplie, j'aime pas les fractions, donc je multiplie chaque colonne, enfin la première colonne par T2, la deuxième colonne par T3. Attention, ça revient à multiplier le déterminant par T5. Donc delta T, il vaut 1 sur T5 fois ça. Et puis après, moi je vais essayer de faire baisser les degrés. Donc qu'est-ce que je peux commencer par faire? Donc là je suis, déjà je peux factoriser par 2, ça c'est pas grand chose. Hein. 2 ici, colonne 1, 2 en colonne 2, donc ça factorise par 4. Et puis je vais me débarrasser des cubes par exemple. Donc je fais L2 moins L1. Je me débarrasse des cubes dans la ligne 2. Ok, j'ai t carré moins 1, t cube moins 1. Là, je flash sur quoi? Je flash sur le fait qu'ils sont tous les deux factorisables par t moins 1, ce que je fais apparaître ici. Hein. T cube moins 1, c'est t moins 1, facteur de t carré plus t plus 1. T carré moins 1, c'est t moins 1, facteur de t plus 1. Je suis content hein, dès que je peux factoriser. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire L1 donne L1 moins L2, qui va me faire t2, t cube, t plus 1, 2. Ensuite, je peux encore factoriser du coup la première ligne par t2. Et après, alors là, en fait, j'ai un poème de degré 2, je pourrais largement faire le gamma et puis développer et refactoriser. Mais en fait, on peut encore faire autre chose éventuellement. Si vous faites C1 moins C2, vous faites apparaître 1 moins T, T moins 1, donc vous pouvez refactoriser par T moins 1. Ok. Et donc finalement, vous obtenez ça comme déterminant. Donc les deux zéros, ce sont 1 et moins 2. Qu'est-ce qu'on fait après? Question, petite pause. Et on conclut que les points d'inflexion sont à chercher parmi M1 et M-2, mais il faut faire l'étude de ces deux points. Alors en fait, c'est très simple, donc on va la faire ici. Comment je fais l'étude de ces deux points? Je vous laisse les faire. Pour t égale 1, f' de 1 c'est 0, 0. F seconde de 1
c'est 6, 10. F dérivée 3m de 1, c'est moins 12, moins 24. Donc, ils sont pas colinéaires. Donc, j'ai P égale 2, Q égale 3. C'est pas un point d'inflexion. C'est un repoussement de première espèce. Pour T égale moins 2, attention, F' de moins 2, c'est non nul. Attention, un point d'inflexion n'est pas forcément stationnaire. Hein, donc, faut pas oublier de calculer F' là. Pas besoin de calculer f seconde de moins 2, parce que d'après l'étude précédente, il sera collinaire à f' de moins 2. Par contre, quand je fais la dérivée troisième, il est non collinaire à f' de moins 2, donc j'ai P égale 1, Q égale 3, point d'inflexion. Donc, un seul point d'inflexion, qui n'est d'ailleurs pas un point stationnaire, et c'est pour T égale moins 2. On arrête là.